La France, ce pays qui aujourd'hui se présente comme l'un des piliers politiques et économiques de l'Europe, n'a pas toujours été synonyme de stabilité. Si l'on gratte sous la surface, si l'on soulève les couches élégantes de son histoire officielle, on découvre une vérité beaucoup plus sombre. La France a flirté plusieurs fois avec le gouffre financier, parfois d'une manière si profonde que pendant un instant l'idée même de son effondrement semblait plausible. Tout commence par une réalité simple, mais souvent ignorée. Les États modernes sont construits sur la dette. De la dette pour financer leurs guerres, leurs infrastructures, leurs ambitions. Et la France, pays de rois flamboyants, de conquêtes militaires et de rivalités européennes, fut l'un des plus grands consommateurs historiques de crédit. Déjà au XVIIe siècle, sous Louis XIV, le royaume vit au-dessus de ses moyens. Le roi Soleil, dans sa quête de grandeur, multiplie les dépenses militaires, les palais et les réformes. Versailles n'est pas seulement un symbole d'opulence, c'est aussi un symbole de déficit permanent. Pour chaque bataille gagnée, pour chaque fontaine allumée dans ces jardins immenses, la monarchie s'enfonce un peu plus dans l'endettement. Mais le problème n'est pas seulement l'ambition d'un souverain, le cœur du système fiscal français est pourri. Les privilégiés ne paient presque rien. Le poids de l'État repose sur les plus pauvres, écrasés par des impôts injustes. Et quand le peuple est en colère, la stabilité financière devient impossible. Ainsi, de crise en crise, de réformes bancales en demi-mesure, la dette explose. Et plus elle explose, plus la monarchie emprunte. Un cercle vicieux que même les ministres les plus brillants ne parviennent pas à briser. La machine est trop lourde, trop corrompue, trop lente. À la veille de la Révolution française, la situation est catastrophique. La monarchie est techniquement en faillite. Les caisses sont vides, les créanciers sont nerveux et le peuple a faim. Les tensions fiscales deviennent des tensions sociales, puis des tensions politiques. Le royaume est un volcan prêt à exploser. Mais ce que l'histoire raconte moins, c'est que même la Révolution, malgré son ambition de refonder la nation, hérite d'une montagne de dettes qu'elle est incapable de gérer. Les guerres révolutionnaires exigent des sommes colossales. L'État imprime de la monnaie sans contrôle et l'inflation dévore les salaires. À mesure que la République combat l'Europe entière, elle combat aussi sa propre solvabilité. Pendant ces années chaotiques, la France vit dans un paradoxe terrible. Elle gagne des batailles, mais elle perd sa stabilité financière. Les assignats, cette monnaie créée pour financer la Révolution, perdent jusqu'à 99% de leur valeur. Le pays s'enfonce dans un tourbillon où plus personne ne sait ce que vaut réellement l'argent. Puis arrive 1797, un moment clé souvent ignoré, la banqueroute des 2 tiers. Imagine un pays annonçant officiellement qu'il ne remboursera pas 2 tiers de tout ce qu'il doit. Effacé, disparu, dissous. Ce n'est pas un accident ni une erreur technique, c'est une décision d'État. Pourquoi? Parce que la République n'a tout simplement plus d'options. La dette est tellement énorme que la payer signifierait sacrifier la nation. Ne pas la payer signifierait sacrifier la confiance internationale. Entre les deux, le gouvernement tranche. Il vaut mieux être impopulaire que mort. La décision choque l'Europe entière, les banques paniquent, les créanciers hurlent. Mais paradoxalement, ce choc violent permet à la France de survivre. Elle repart presque de zéro, mais elle reste marquée à jamais. Et pourtant, malgré ce reset brutal, un problème demeure. L'ADN financier du pays n'a pas changé. La France continue de financer ses ambitions par la dette, encore et encore. 19e siècle, 20e siècle, guerre mondiale, reconstruction, la même histoire se répète sous différents costumes. Le pays se reconstruit, mais il ne guérit jamais complètement. Aujourd'hui, quand on regarde la dette publique qui dépasse les 3 milliards d'euros, quand on voit les déficits chroniques, les tensions sociales, les avertissements des agences internationales, une question dérangeante surgit. Sommes-nous en train de répéter l'histoire? Parce que l'histoire n'est pas un livre poussiéreux, c'est un miroir. Et la France, plus que beaucoup d'autres nations, y voit son propre reflet. Un pays brillant, ambitieux, créatif, mais souvent en guerre contre ses propres comptes. Et dans ce miroir apparaît une vérité presque brutale. La dette qui a failli détruire la France autrefois pourrait bien recommencer à fissurer ses fondations. Si cette histoire t'intéresse et que tu veux comprendre comment la France moderne s'est enfermée dans un labyrinthe financier qui pourrait exploser à tout moment, abonne-toi. Ton soutien est précieux et il nous permet de continuer à révéler les coulisses économiques que personne n'ose expliquer. Selon toi,
Quel est aujourd'hui le plus grand risque financier pour la France? La dette elle-même ou la perte de confiance des marchés? Cette question, simple en apparence, ouvre la porte à un débat beaucoup plus profond. Parce que dans l'histoire de la France, la dette n'est jamais seulement un chiffre, c'est un révélateur de forces politiques, de fractures sociales et de décisions prises dont sont trop tard. Et lorsque l'on observe la situation actuelle, les échos du passé résonnent avec une intensité presque inquiétante. Lorsque la France entre dans le XXe siècle, elle porte encore les cicatrices de la banqueroute révolutionnaire. Pourtant, au lieu d'apprendre la prudence, l'État continue de fonder une grande partie de sa stratégie sur l'endettement. Les guerres mondiales accélèrent ce phénomène. La Première Guerre mondiale laisse la France exsangue. Infrastructures détruites, millions de morts, régions entières dévastées. Pour reconstruire, le pays n'a qu'un outil à sa disposition, s'endetter davantage. La Deuxième Guerre mondiale aggrave encore cette dépendance. Le pays sort affaibli, ruiné, occupé, et ses finances sont dans un état catastrophique. Mais c'est à ce moment précis que se produit un basculement décisif. Pour la première fois, la dette devient une stratégie nationale assumée, presque idéologique. L'État-providence moderne se construit avec ses droits sociaux, ses retraites, ses assurances, ses infrastructures publiques, un modèle généreux, admiré mais profondément coûteux. Le problème, c'est que ce modèle repose sur une équation fragile. Croissance économique forte, plus démographie dynamique, plus industrie solide. Pendant un temps, cette équation fonctionne. Les 30 glorieuses donnent l'illusion que la dette peut être contrôlée, amortie, absorbée. Mais peu à peu, les piliers du système se fissurent, la croissance ralentit, la démographie change, l'industrie décline, et l'État, habitué à financer par le déficit, continue d'appuyer sur la même pédale. Les années 1980 marquent un nouveau tournant. Les déficits deviennent structurels, presque permanents. Au lieu d'être un outil d'exception, la dette devient un réflexe politique. Chaque gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, préfère reporter les choix difficiles. Réformer coûte des voix, s'endetter rapporte de la stabilité immédiate. Le court terme triomphe du long terme. Et pendant ce temps, la mécanique silencieuse des intérêts commence à prendre le dessus. Plus la dette augmente, plus le coût de la rembourser augmente aussi. Une partie croissante du budget national ne sert plus à financer l'avenir, mais simplement à payer les erreurs du passé. Puis vient le XXIe siècle et avec lui une accélération brutale. Les crises financières, la mondialisation déséquilibrée, la désindustrialisation, la montée des dépenses sociales, la pandémie, l'inflation récente. La France s'enfonce dans une dépendance totale à son propre endettement. Non plus par ambition, comme sous Louis XIV, mais par nécessité, comme un organisme qui ne peut plus respirer sans assistance artificielle. Aujourd'hui, la situation est à la fois simple et terrifiante. Plus de 3 milliards d'euros de dette publique, un ratio dette sur PIB qui dépasse largement les limites fixées par l'Union européenne, une charge d'intérêt qui explose avec la remontée des taux, un déficit presque permanent depuis des décennies, et surtout un pays qui semble incapable de réduire ses dépenses ou d'augmenter ses recettes sans déclencher une crise sociale majeure. Mais ce qui inquiète le plus les économistes, ce n'est pas la dette elle-même, c'est la perte potentielle de crédibilité. Lorsqu'un État donne l'impression qu'il ne contrôle plus ses finances, tout bascule. Les marchés augmentent donc les taux. Les investisseurs fuient, les agences de notation dégradent la note souveraine. Et la spirale devient incontrôlable. La France n'en est pas là, mais elle n'en est plus très loin non plus. Les signaux d'alarme se multiplient. Avertissements du FMI, rapports inquiétants de la Cour des comptes, critiques de la Banque centrale européenne, tout indique que la marge de manœuvre se réduit mois après mois. Et cela pose une question brutale. Que se passerait-il si les marchés cessaient un jour de faire confiance à la France ? Ce scénario, impensable pour beaucoup, est pourtant déjà arrivé à d'autres pays européens. La Grèce en 2011, le Portugal, l'Italie frôlant le chaos. Et chaque fois, le mécanisme est le même. Une dette trop lourde, un déficit trop profond, une perte de confiance trop rapide, et l'État est poussé vers une intervention extérieure, une austérité imposée, des réformes forcées. La France n'est pas la Grèce. Sa taille, son poids politique, sa place dans l'euro lui donnent des protections supplémentaires. Mais aucune protection n'est absolue si la tendance actuelle continue.
Parce qu'à un certain niveau, la question n'est plus économique, mais psychologique, la confiance. L'ironie, c'est que la France a déjà vécu ce type de traumatisme en 1797. Elle sait ce que signifie perdre la confiance internationale. Et pourtant, plus de 2 siècles plus tard, elle se retrouve de nouveau dans une trajectoire périlleuse. Le danger ne vient pas d'un effondrement soudain. Le danger vient de l'accumulation lente, presque invisible, de décisions confortables mais dangereuses, d'un système qui s'habitue à vivre au-dessus de ses moyens, d'une population convaincue que l'État peut tout financer, toujours, quoi qu'il arrive, et d'une classe politique qui hésite à dire la vérité, l'argent n'est pas infini. Alors, où tout cela mène-t-il? Vers une nouvelle banqueroute? Vers un choc financier majeur? Vers une décennie de réformes douloureuses mais nécessaires? Ou vers un sursaut historique, une réinvention du modèle français? La vérité, c'est que personne ne peut le prédire avec certitude. Mais l'histoire, elle, donne un avertissement clair. Chaque fois que la France a ignoré sa dette, la réalité l'a rattrapée, brutalement. Ignorer le problème ne le fait jamais disparaître. Cela ne fait que repousser la facture et la rendre plus lourde. Aujourd'hui, la France est à un carrefour historique. Les choix des prochaines années détermineront si le pays entre dans une nouvelle ère de stabilité ou dans une longue traversée de tensions, d'austérité et de conflits sociaux. Parce que la dette n'est pas qu'un chiffre, c'est la colonne vertébrale de l'État. Et lorsque la colonne se fissure, tout le corps vacille. La France a flirté avec le chaos financier dans le passé. Elle pourrait le faire de nouveau. Mais elle pourrait aussi surprendre le monde, comme elle l'a déjà fait, en trouvant une voie originale, audacieuse, capable de concilier justice sociale et discipline budgétaire. Cela demandera du courage, de la vérité et un changement de culture politique. Si tu veux que nous explorions ensemble les scénarios possibles pour l'avenir de la France, ses risques, ses opportunités et les choix qui pourraient tout changer, abonne-toi et laisse ton commentaire. Ici, on analyse l'économie sans filtre, avec lucidité et sans peur de dire ce qui dérange.